dans leur organe de réflexion et de guidage de l'Église catholique qu'on appelle donc la conférence épiscopale, ils viennent de mettre des avis et j'ai vu dans la toile des gens qui commencent à être agités en voulant faire comme s'il ne fallait pas que l'Église donne des orientations, des directions. Mais ce n'est pas seulement à l'Église que moi je demande de donner des orientations. Je demande à toutes les élites intellectuelles, les élites d'affaires, les élites économiques, les élites culturelles. Parce que l'élection présidentielle est un moment essentiel pour une nation. Il est bon que ceux qui sont en charge du guidage de la nation s'expriment par rapport à l'élection présidentielle. Surtout dans des contrées comme les nôtres, les pays comme les nôtres, où l'élection ne repose pas sur la raison. Elle repose sur beaucoup d'autres facteurs très subjectifs et qui risquent de faire en sorte que des gens inappropriés arrivent aux affaires. D'accord. Je vois que vous avez déjà ouvert la porte des échanges. Votre opinion compte naturellement. On ne vous empêchera pas de vous exprimer là-dessus. Le temps d'accueillir Timothée Abenaï-Somba, journaliste, directeur de publication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes. Mon bonheur est heureux d'avoir été associé à cet auguste plateau de par la stature et le statut de mes copanélistes et de par l'envergure du sujet. D'accord, très très belle tenue. Hein. Cette tenue nous parle. Oui, dans un contexte où nous parlons d'unité nationale, de tolérance, d'acceptation de l'autre, je pense que la culture est le meilleur moyen de brasser les Camerounais. C'est l'occasion pour moi, celle que vous me donnez, de faire un clin d'œil à mes frères ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de leur dire que leur artisanat améliore l'image du Cameroun, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, on espère que Pierre Biro Niemek va nous retrouver d'une minute à une autre. Je sais qu'il sera encore la célébration de son anniversaire. On lui souhaitera encore un joyeux anniversaire. On appellera le ciel à le couvrir de toutes ses bénédictions. Il va passer le relais demain à Claude Jantia, qui aura également son anniversaire demain. Tous nos voeux les meilleurs pour ces heureux événements. Parlons de cette lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun. La lettre est bien libellée. Je rappelle que nous sommes le 6 avril et que l'élection devrait avoir lieu en octobre prochain. Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que les évêques sont un peu pressés cette année? Timothée. Merci de me permettre d'ouvrir l'échange sur cette question. Justement, lorsque j'ai lu cette lettre, à l'occasion de l'élection présidentielle, le titre donne l'impression que nous sommes déjà en période électorale. Alors que pour l'instant, seul le langage textuel permet d'avoir la certitude que 2025 sera couronné par une élection présidentielle. Qu'adviendra-t-il donc si certaines circonstances empêchaient la tenue de la dite élection? En ce moment-là, que pourra-t-on dire de cette lettre pastorale qui, ma foi, est sortie pas dans le meilleur timing? Je dois rappeler que ce n'est pas la première fois qu'à chaque élection présidentielle, les évêques produisent une lettre pastorale, mais cette année est frappée d'un saut du particularisme, tenant du fait que la contestation vive du système électoral camerounais a commencé précisément depuis 2018. Alors je me serais attendu que dans un esprit de co-construction d'un meilleur ordre électoral, ça c'est le vocabulaire des évêques qui se sont érigés en porteurs d'un nouvel ordre électoral au Cameroun, que les évêques se soient rapprochés et de la société civile et du gouvernement en place et des autres confessions religieuses afin, pendant les 6 dernières années, de produire une mouture consensuelle. Or, qu'est-ce que j'observe? C'est que les évêques, pendant 6 ans, sont en dormance, sont en quasi-léthargie et ne se réveillent qu'à la 7e année, comme pour dire aux populations que ne pensez pas que nous avons abandonné, nous sommes là, mais c'est plus fort que nous.
Et dans leur lettre, ils reconnaissent qu'ils sont conscients que même si des réformes advenaient à être adoptées en ce moment, il serait impossible, au regard des délais d'entrée en vigueur des textes juridiques, que les dites réformes puissent influer sur l'élection ou alors sur les élections de 2025. J'ai donc envie de poser la question. Si vous êtes conscient que le timing est inapproprié pour modifier l'environnement électoral, qui est la cible principale, pourquoi faire donc cette sortie maintenant? Et là, on va commencer à rentrer dans certains méandres, la visite du chef de l'État au Vatican, de la visite du nonce apostolique au ministère de l'administration territoriale, pour comprendre que j'ai le ferme sentiment que le Vatican, parce qu'il ne faudrait pas penser que cette pression mise par les évêques du Cameroun est détachée ou déconnectée de la volonté. Vous qualifiez cela de pression? Oui, c'est une pression. Regardez le timing. La conférence nationale épiscopale vient de parler il y a quelque temps. À peine un mois et demi plus tard, il y a la lettre pastorale. C'est pour moi un timing précis, un timing de pression qui a vocation à obtenir quelque chose, soit du président de la République, intuit ou personné, soit du régime gouvernant en place tout entier. Je vais donc laisser cette interrogation, et une interrogation peut-être rhétorique. Quel a pu être le contenu des échanges entre le président de la République et le pape François lors de sa dernière visite? Quel a pu être le contenu des échanges entre le nonce apostolique et le ministre de l'administration territoriale? Est-ce que le Vatican, relayé par les évêques, ont demandé quelque chose au président de la République qu'ils n'ont pas encore obtenu, ce qui justifierait donc... Qui pourrait passer par cette méthode-là, qui serait pression, qui pourrait être qualifiée autrement. Les évêques ne sont pas en train de faire un bilan de l'action politique de Paul Biya. Si. Non, comment ça? Les évêques... Ils ont parlé de 10 des politiques publiques dans la lettre. Donc ils font un bilan des politiques publiques. Les 10 de politique publique n'existent qu'à l'État à l'époque de Paul Biya. Les 10 de politique publique n'existeront pas à l'époque de notre candidat. Les 10 de politique publique, ce sont les dysfonctionnements. Mon cher Élie, voilà, donc les choses qui sont là. Dans les évêques, la société. S'ils ont fait le d'accord, je saute, je termine. Non, ne sautez pas sans qu'on termine ensemble. On va se comprendre. Ils font le bilan des dysfonctionnements. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui. Et ça veut dire qu'ils sont en train de faire le bilan du président qui est là? Non. Ils font des bilans inhérents à l'activité humaine. Dans la conduite d'une société. Attendez. La corruption, c'est Biya qui a amené la corruption. Si on fait le bilan, on va parler de la corruption sous Biya. Non, c'est Biya qui a amené la corruption. La corruption est un vice de gouvernance. D'accord. Qu'il faut être capable de juguler en tout temps, quels que soient les gouvernants. Et ici, les évêques disent que le dirigeant doit être susceptible de combattre la corruption. Maintenant, il appartient à chacun et il appartiendra de force aux partis politiques d'utiliser le discours des évêques, chacun en son sens. D'accord. Vos secondes, voilà. On remet la parole à Timothée. Vous avez les 10 recommandations. Non, montrez-moi. Vous avez les recommandations. Non, vous avez pas les recommandations. Dis qualité, oui. Déjà, montrez-moi un seul aspect. Oui. Déjà. Où il parle de M. Biya. Déjà, je me Est-ce que le nom de M. Biya est là? Est-ce qu'il faut écrire le nom de M. Biya pour comprendre? Ah, donc, allez-y. Bon, qui te sent mauvais là, Kassim. Ah, mais voilà, c'est tout. D'accord, allez-y. Il n'a pas parlé de gouvernement. S'il vous plaît. L'ancrage socio-culturel de l'Église catholique au Cameroun, à sa décharge, est tel que l'on ne peut pas l'occulter dans la gouvernance. On ne peut pas gouverner sans l'Église catholique. Au regard de son ancrage socio-culturel, elle reçoit les confessions des chrétiens et autres. Certains sont même membres du gouvernement. Donc je concède cela à l'Église. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que l'action de l'Église ici est gratuite. Ce n'est pas une action gratuite. Elle a un enjeu. Maintenant, il faut reconnaître une chose. L'Église catholique n'a jamais servi de brosse à reluire au président de la République. Ouais. Depuis son accession à la magistrature suprême, elle a toujours été critique
vis-à-vis du candidat Paul Biya. Mais ça ne l'a pas empêché de briguer 7 mandats. C'est pour dire quoi, en fait? C'est pour dire ceci. Vous n'êtes pas le modérateur du débat. Donc, allez-y. En termes de ces qualités requises, il y a un premier vice. Il y a un premier vice. C'est de votre droit. Il y a un premier vice. Le titre, qualité requise, oui. Au nom de quoi? L'Église aurait fait preuve d'humilité. C'est elle qui recommande aux gens d'être humbles. Oui. L'Église se substitue au code électoral qui a défini les qualités et à la Constitution. Non, le code électoral ne définit Permettez, pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, il s'il vous définit pas plaît, les qualités. s'il vous plaît. Il définit les critères d'éligibilité. D'accord, mais c'est ce... Voilà, permettez qu'il aille Les jusqu'au bout. critères d'éligibilité sont les qualités à remplir pour être candidat à une élection. C'est une déformation. Ce n'est pas tout à fait Si vous voulez, le code électoral parle de jouir de ses droits civiques et moraux. Et l'Église aujourd'hui essaye de bifurquer en faisant une sorte, en dressant des qualités morales. Mais je reviens. Vous ne pouvez pas jouir de vos droits civiques si vous êtes dément. Ce sont tes déclinaisons. Un fou ne vote pas. Allons-y, jusqu'au bout. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si chacun le relance, Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Un fou peut être candidat au Cameroun. D'accord. Le code électoral n'interdit pas un fou d'être candidat. L'Église catholique aurait pu faire les qualités proposées, les qualités recommandées. Parce que vous ne pouvez pas enseigner l'humilité aux gens si vous-même vous n'êtes pas humble. Il y a ce problème-là. Maintenant, quand je viens au niveau de ces qualités, c'est l'idéal type. Oui. Aucun candidat dans le monde entier ne peut remplir toutes ces qualités. C'est la raison pour laquelle on ne gouverne pas seul. L'élection présidentielle est un homme qui va au rendez-vous avec un peuple. Mais l'homme ne va pas gouverner seul. Il peut être carencé de 5 de ses qualités qu'il va compléter par le type de personne qu'il va choisir dans l'équipe avec laquelle il va implémenter sa vision. Donc moi j'ai dit, le portrait robot. Lorsque pendant que vous êtes en fonction, et quelqu'un fait un bilan macabre de votre gestion et s'offre le droit de définir les qualités que doit avoir celui qui va gouverner. Est-ce que l'Église a parlé de... Est-ce qu'on a cité le nom de M. Paul? Monsieur Wafo, vous n'avez pas le monopole du désordre. Permettez-moi de dérouler. Monsieur Wafo, permettez qu'il déroule. On se comprend tous. On se comprend tous. Lorsque pendant qu'un chef d'État est en fonction, après avoir fait 43 ans, et que l'Église catholique décide de dresser le portrait de celui qu'elle estime être à même de gouverner, de façon sibylline ou subliminale, elle est en train de le disqualifier. C'est clair. L'Église catholique dit, voici la situation du Cameroun depuis 43 ans. Vice de politique publique, corruption, détournement des biens. Elle a dressé toute une liste. Elle impute à qui? Les manquements de gouvernance au Cameroun sont imputables au chef de l'État. Donc l'Église catholique, en réalité, est déjà passée au vote. Elle dit, ne votez pas le candidat Paul Biya. Ah bon? C'est ce que l'Église dit. Elle a même raison de le dire. Non, elle a même bien fait. Si c'est ta lecture, mais je dis à l'Église, vous avez bien fait. D'accord, c'était parenthèse. Maintenant, je vais sortir en disant, est-ce que l'Église est dans le droit de le faire? Oui. Moi, je ne vais pas questionner. Toi, tu peux dire, je ne dois pas être candidat. Mon cher Elibi Lobé. Pourquoi pas Monseigneur Bala? Mon cher on parle d'église. On parle d'église. On parle pas d'un évêque. On parle pas d'un individu. On parle de la conférence épiscopale. Je suis en train de chuter. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Est-ce qu'il est interdit à l'Église de le faire? D'accord, continuez Timothée. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Oui. Je vais répondre en disant, il n'est pas interdit à l'Église de le faire. Et les Camerounais ont toujours su donner à l'Église ce qui revient à l'Église, les dîmes, deniers de culte et autres, et donner à la politique ce qu'il y a à la politique en allant voter. Ceux qui pensent que les Camerounais se dépolitisent, c'est faux. 20 millions de Camerounais, 70% c'est les moins de 20 ans qui ne sont pas en âge de voter. Dans les 5 millions qui restent, si 6 millions sont inscrits et que 2 millions 500 votent, ça veut dire que c'est plus de 50% de taux de participation. On ne peut donc pas dire
que les Camerounais se dépolitisent. Il faudrait que, sur ce sujet... C'est même encore dit, même à tous ces partis politiques, tous ces acteurs qu'ils ont échoué. Il faudrait qu'on reste objectif sur l'interprétation de la lettre. Et je voudrais dire à M. Wafo, pour le rassurer, que nous ne critiquons pas les évêques. À titre personnel, je suis fils de catéchiste aussi. J'ai même été servant de messe. Nous sommes en train de faire une exégèse de la lettre. Pourquoi? Et je l'ai dit à l'entame dans mon propos liminaire. Dès que vous vous insérez dans un champ ouvert qui est la politique, sachez qu'on ne va plus être des bénis oui devant vos propos. Quand vous parlez en public, vous vous exposez à la critique. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Personne ne vous dit de prendre ça comme parole d'évangile. D'évangile, très bien. Et c'est pour ça que j'ai dit... On va... Si l'émission a d'ailleurs été organisée, c'est précisément parce que ce que les évêques ont dit n'est pas une parole d'évangile. Très bien, on va continuer. On va continuer. Dans l'exégèse, on n'est pas non plus... D'accord, on va rapidement prendre quand même l'avis de ceux qui nous regardent. La campagne électorale, je la fais déjà depuis. Et je m'appuierai toujours sur tous les leaders de conscience. C'est leur rôle. Mais on va avoir des problèmes. Qui peut impacter terriblement sur la vie publique. Pour cela, on a besoin de l'avis des évêques. On doit pouvoir le savoir. Mais je dis donc, nous sommes en train de dire sur ce plateau vous devez le construire au nom de la liberté d'expression, autant nous, qui ne sommes que des leaders politiques, nous avons le droit d'évoquer les exigences morales auxquelles doivent satisfaire des hommes publics, autant les évêques qui connaissent le quotidien des citoyens, parfois bien plus que nous, ont le droit imprescriptible d'avoir cette attitude. D'accord. Quand je ferai campagne, je termine. Quand je ferai campagne, je rappellerai aux gens que je vais rencontrer que même les évêques ont dit que le chef de l'État doit être quelqu'un qui peut parcourir le pays. Le pays est vieux. C'est l'aspect là que vous avez fatigué. Laissez-le tranquille. Laissez-le se reposer. Ils vont vous répondre qu'on est en période de décentralisation. Il y a même encore la déconcentration qui existe. Si on fait des réformes maintenant, elles n'entreront pas en jeu pour l'élection-ci. Ils ne sont pas en train d'être exclus de quoi que ce soit. Ils ne sont pas disqualifiés en quoi que ce soit. Ils disent tout simplement que les revendications que nous faisons depuis ne doivent pas être ce qui peut nous empêcher d'aller aux élections. Parce que même si on fait ces revendications, on règle ces problèmes-là maintenant, ça n'impactera pas sur cette élection-ci. Mais il y a des élections et il faudra prendre part. Donc, ils sont en train de nous dire que, malgré ces insuffisances, malgré le fait qu'on ne nous a pas écoutés sur un certain nombre de demandes, nous devons quand même aller aux élections. D'accord. Ils sont donc en train de parler de façon sibylline et subliminale. À ceux qui boycottent les élections parce que le code électoral est mauvais. Non, c'est bon. C'est bon. Élimine-le, n'est pas sérieux. N'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a fini. Et si vous boycottez les élections, assumez vos responsabilités. Personne n'a fini. Et ça sert les autres. Vraiment. On a fini pour cette édition d'Opinion 237. Merci, monsieur d'être venu. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut avoir... Il a attendu la fin. Il est suffisamment cuirassé. C'est un homme. Le professeur Maurice Kampi. Mais on a dit d'accord. On va pas citer les noms des gens. On a fini. Merci. On a parlé de lui là. On a parlé de lui. En sorte que 2000, je vous dis, on a parlé de lui. Voilà. 2025 ne sera pas 2018.